Le Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. À en croire le dernier sondage Odoxa, la popularité d'Emmanuel Macron fait un bond impressionnant en décembre. Plus d'un Français sur deux, 54%, estiment aujourd'hui qu'il s'agit d'un bon président, une véritable remontada. Désolé pour les supporters du Paris Saint-Germain, puisqu'il est le premier président, hors périodes exceptionnelles de cohabitation ou de guerre, à renouer avec la popularité après avoir nettement basculé dans l'impopularité. C'est pourquoi seul contre tous, jusqu'à 19h sur Sud Radio, je l'affirme, les Français aiment Macron. Normal, c'est un chef. Plus surprenant encore, Emmanuel Macron est parvenu à séduire une partie des sympathisants de gauche. 9 points de plus. 9 points de plus qui rallient le blanc panache d'Emmanuel Macron avec 45% d'opinion favorable. À droite, plus de 15 points de gain pour atteindre, accrochez-vous bien, 70% d'opinion favorable. Il rassemble partout. C'est pourquoi, je le répète, les Français aiment Macron. Normal, c'est un chef. Et son interview dimanche sur France 2 l'a démontré. Il est jupitérien, il est charismatique, il est le chef de l'État que la France n'avait plus depuis longtemps. D'ailleurs, il a immédiatement enfilé les habits du chef dès le soir de son élection. Et comme les Français veulent un monarque républicain, ils ont trouvé chaussure à leurs pieds. C'est pourquoi je le dis et je le répète, jusqu'à 19h sur Sud Radio dans Seul contre tous, les Français aiment Macron. Normal, c'est un chef. La remontada, ça va être pour vous, Philippe David, parce que j'aime autant vous dire que les auditrices et auditeurs de Sud Radio ne sont absolument pas d'accord avec vous. Pour l'instant, 79% d'entre eux ont voté, donc pas d'accord sur Twitter, sur notre compte Twitter à Sud Radio. Vous pouvez également voter sur sudradio.fr. Un seul numéro pour nous joindre, 0826 300 300. Pour vous répondre ce soir, Rachel Binas, journaliste chez Causeur, bonsoir. Bonsoir. Et Jean Messia, conseiller de Marine Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Avec qui je vais commencer ce soir. Je sais que la galanterie vous tient à cœur, Philippe David, mais j'en suis désolé parce que pendant votre introduction, Jean Messia, riez. Je vous garantis, je vous le dis, chers auditrices, chers auditeurs, Jean Messia, riez. Il va donc nous dire pourquoi il rit. J'espère qu'il ne va pas dire que j'ai raté une carrière de comique. Pas du tout, mais disons que là, vous êtes un peu surprenant, mon cher Philippe, ce soir, parce que vous dites exactement ce que disent tous vos confrères. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal, sauf un certain nombre de magazines comme Causeur, par exemple, ou des magazines qui sont... voilà. C'est l'effet Rachel Je n'entends Binas. pas beaucoup un son de cloche différent par rapport à ce que vous venez de dire. Et ce qui me fait conclure, déjà, que, en fait, cette popularité de Macron, c'est un peu une sorte de retour sur investissement médiatique de tout ce matraquage auquel nous avons le droit depuis des semaines, visant à faire passer Macron quelque part pour ce qu'il n'est pas, puisque vous avez vu en plus qu'il y a une censure qui se met en place. Alors on interdit de parole un certain nombre d'humoristes, soi-disant pour des blagues douteuses. On interdit... Par les textes. Voilà. On a fait un seul contre tous hier matin où j'ai pris sa défense. Je ne parle même pas de l'acharnement judiciaire qui revient à la charge depuis l'élection présidentielle contre le Front National et contre Marine Le Pen, qui se double désormais d'un acharnement financier, bancaire, puisque vous savez qu'on a interdit au FN de posséder un compte, de même qu'à Marine Le Pen. Donc tout ça, si vous voulez, me fait dire que la popularité de Macron, c'est un artefact médiatique, c'est une bulle médiatique totalement déconnectée de ce que ressentent les Français. D'ailleurs, le premier sondage que vient de donner Pierre Maël le montre. 80% à peu près de vos auditeurs sont radicalement contre ce que vous pensez. Et ils reflètent l'opinion populaire. Rachel Binas, vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis que les Français aiment Macron? Normal, c'est un chef. Vous êtes d'accord? Vous êtes sur la même ligne que Jean Messia? Je suis aussi assez sceptique quant au sondage. Ça me rappelle un proverbe, une citation. Il y a 3 sortes de mensonges: les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Vous savez que je ne mens jamais. Je n'en doute pas. Vous n'êtes pas statisticien. Ce qui est certain, c'est que on peut dire en effet que Macron remonte dans les sondages, mais on peut aussi en citer d'autres, comme celui qui a été publié en septembre dernier, sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info, qui expliquait que 38% des Français étaient incapables de donner le nom et le prénom du Premier ministre. Aujourd'hui, même lui, il on nous remonte dit... dans le sondage. Exactement. Aujourd'hui, on nous dit c'est quand même pas compliqué, ces deux qu'il fait prénoms. une remontée. C'est peut-être une relation de cause à effet, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas que ça remonte. Peut-être. Peut-être. On espère quand même que quand on a prononcé le mot le nom du premier ministre, ça a quand même fait écho à quelque chose chez eux. Ça prouve justement qu'on a un président jupitérien. Quand on a un grand président, le Premier ministre, il disparaît en général.
Oui, alors là, on aura l'occasion peut-être d'aborder le sujet. On va l'aborder, bien sûr. Ces dernières semaines, Macron a changé un petit peu de tactique, de stratégie, ce qui peut notamment expliquer sa remontée dans les sondages, et a tendance à mettre son Premier ministre en avant, ce qu'il ne faisait pas au début, avec une verticalité très, très forte, une concentration très forte. Aujourd'hui, il a compris un petit peu quels étaient les écueils dans lesquels il pouvait tomber, et il a rectifié le tir pour, quelque part, ne pas être le seul à essuyer les critiques. Mais justement, vous n'avez pas l'impression qu'on est un peu retour 10 ans en arrière, c'est pas retour vers le futur? Quand il y avait Sarkozy à l'Élysée, Fillon à Matignon, Fillon, il avait complètement disparu des radars, et pourtant il était chef du gouvernement. Parce qu'il y avait un président qui était l'hyper-président. Macron, il est jupitérien, comme Sarkozy était un hyper-président. Vous ne trouvez pas que ça se ressemble? Tout à fait. Alors, il est un petit peu tôt quand même pour arriver à ce genre de conclusion. Ça fait seulement quelques mois qu'ils sont tous les deux au pouvoir. Néanmoins, en effet, Macron nous avait promis une horizontalité. On voit qu'une verticalité. Il avait promis une ouverture, un pouvoir décentralisé. Il y a des ministres de droite, des ministres de gauche, des ministres du centre. Il y en a de partout. Alors, des ministres de gauche... il y avait qui étaient déjà ministres. Le Drian, par exemple. On pourrait redéfinir après ce qui est réellement la gauche et ce qui est réellement la droite. Le vaste programme. Exactement, ça nous prendrait plus d'une émission. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'horizontalité qu'il nous avait promis n'existe pas par un instant. Jean Messia, ça vous rappelle pas, il y a 10 ans en arrière, le couple Sarkozy-Fillon? C'est-à-dire que si on prend une dynamique un peu plus longue d'histoire de la vie politique française, c'est vrai qu'il y a une présidentialisation du régime de la Ve République, à laquelle finalement, vis-à-vis de laquelle le quinquennat de François Hollande a été un petit peu un cas exorbitant du droit commun. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, Macron apparaît comme ce président un peu exceptionnel, pas tellement dans l'absolu, mais aussi en relatif, par rapport à la période que nous venons de connaître avec Hollande. J'ajoute que Macron est aussi, adoubé par une partie des Français, également parce que nous sommes dans une recomposition de la vie politique française, parce que ses adversaires, pour la plupart, sont occupés dans leur propre refondation. Évidemment, pour lui, la refondation a été beaucoup plus facile, puisqu'il s'agit simplement de ripolliner la façade d'un ancien système, recycler un certain nombre de personnalités politiques qui ont une carrière de 30 ou 40 ans. Et puis la société civile, on dit En Marche, c'est à l'image de la société civile, mais quelle société civile avec les ministres millionnaires? Enfin, c'est quoi? La société civile, c'est des millionnaires, des godillots et des idiots utiles. Je ne crois pas que la France se réduise à ça. Or, c'est En Marche. Et du coup, si vous voulez, il y a une espèce de relativisme par rapport à la période précédente, par rapport au fait que Macron a été plus rapide dans sa refondation parce qu'il part de l'ancien logiciel et de l'ancien système, et des adversaires qui ont une tâche un peu plus compliquée. On poursuit le débat sur Sud Radio jusqu'à 19h. Je vous rappelle que Seul contre tous ce soir, Philippe David l'affirme, les Français aiment Macron, normal, c'est un chef. Pour l'instant, auditrices et auditeurs de Sud Radio, vous êtes 85% à ne pas être d'accord avec lui. Un seul numéro pour nous joindre, posez vos questions, témoignez, 0826 300 300. On revient dans quelques instants sur Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio. Philippe David, Seul contre tous. Et ce soir, dans Seul contre tous, je l'affirme, pour le moment, je vais avoir une remontada à faire. Mais vous savez, mon cher Pierre Mel, vous qui aimez le football, qu'on peut remonter un 4-0. Et je le réaffirme, les Français aiment Macron, normal, c'est un chef. Et pour l'instant, ça risque d'être compliqué, je vous l'assure, parce que 85% de nos auditrices et auditeurs ne sont pas d'accord avec vous pour le moment. Pour en parler, face à vous, Rachel Binas, journaliste chez Causeur, et Jean Messia, conseiller de Marine Le Pen. Une question justement, Jean Messia. Pour l'instant, les Français estiment que c'est Jean-Luc Mélenchon qui incarne le mieux l'opposition. Elle est passée où, Marine Le Pen? Alors justement, j'ai des chiffres. 38% des sondés pensent que c'est Mélenchon. Et à égalité, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen à 24, Benoît Hamon à 11. Oui, enfin moi, si vous voulez, je me place du côté du gouvernement, de ce qu'on appelle le système médiatico-politique. Je veux dire, si Mélenchon était vraiment l'opposant numéro 1, pourquoi ne va-t-on pas lui chercher des noix, si je puis me permettre, bancaires, judiciaires, etc. On voit bien que vous nous dites prioritairement qu'on juge la qualité d'un opposant aux affaires qu'on va lui chercher qui représente aujourd'hui pour le système la principale menace. Qui représente la principale menace à Macron, la principale menace au système établi? C'est la question que je pose. Personne. Si, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition. Je suis désolé de le dire.
Mais Marine Le Pen, attendez, Marine Le Pen est arrivée au deuxième tour de Oui, mais l'élection depuis, il présidentielle. n'y a plus rien en fait. Depuis, on la cherche. Non, On l'a perdue. Non, on l'a pas perdu. Allez voir le nombre d'amendements déposés par nos députés, allez voir le travail qu'on fait. Alors évidemment, Non, c'est je dis beaucoup pas qu'il n'y a plus... pas de travail, mais simplement, elle est aujourd'hui inexistante. C'est beaucoup plus compliqué d'agir quand on n'a pas de groupe parlementaire, mais je vous assure que elle fait un excellent travail. Nos députés font un excellent travail. Nous sommes la première force d'opposition, ne serait-ce que parce que justement, c'est nous qu'on attaque. C'est pas Mélenchon. Alors comment ça se fait si vous êtes la première force d'opposition, que ce soit Mélenchon qui soit le meilleur opposant pour 38% des sondés et Wauquiez et Le Pen égalité parfaite 24%. Vous savez ce que disait votre confrère il y a une vingtaine d'années au moment du traité de Maastricht, une opinion ça se travaille. C'est-à-dire quand on matraque à longueur de journée que Macron c'est un chef, que le principal parti d'opposition c'est Mélenchon, on finit par y croire. Voilà. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que qui arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen. Qui fait 11 millions de voix à l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen. De facto, sous la Ve République, le parti qui arrive finaliste de l'élection présidentielle, c'est de facto le principal parti d'opposition. Qu'est-ce qu'il en reste? Pas automatiquement. On va faire réagir Rachel Binas. Pas automatiquement, la preuve par 2002. Non, le Front National n'a pas été le principal parti d'opposition après la défaite de Jean-Marie Le Pen en 2002. Ça ne suffit pas. Rachel Binas. On peut saluer, même s'il est très critiqué, moi je l'ai fait ici à l'antenne, je l'ai fait ailleurs, on peut saluer en effet le chiffre obtenu par Marine au second tour qui, malgré un débat catastrophique, était très élevé. En tout, elle a réuni plus de 11 millions de voix. C'est pas négligeable du tout. Néanmoins, un tiers des électeurs du second tour. Le fait qu'elle soit attaquée aujourd'hui, le fait que le Front National soit attaqué, comme il l'est depuis déjà de nombreuses années, ne fait pas de lui la première force d'opposition. Il faut un petit peu plus que ça. Ah non, mais attendez, vous l'avez dit, je vais terminer. Je vais terminer, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas très longue. En effet, vous l'avez dit, le Front National n'a pas de groupe parlementaire. Aujourd'hui, il traverse une crise très profonde au sein du parti. On verra un petit peu ce que ça donnera après le congrès qui doit se tenir, je crois, au début de l'année 2018. En mars. On verra ce que tout ça donnera. Aujourd'hui, le Front National est aux abonnés absents en ce qui concerne l'opposition à Macron. Mélenchon, en même temps, n'est pas bien meilleur. Ses dernières sorties sont plus catastrophiques qu'autre chose. Laurent Wauquiez... Oui, vous dites que j'ai raison. J'ai dit qu'il n'y a plus d'opposition. Tout à fait. Il y a une espèce Pourquoi ? Parce que c'est un chef et qui rassemble les Français derrière lui. Non, c'est plus compliqué. C'est pas simplement parce que c'est un chef. Aujourd'hui, Macron, il bénéficie d'un paysage politique qui est quasiment idéal. Les principaux partis, on l'a dit, traversent une crise que profonde. Ce soit les Républicains, le PS, le FN. Exactement. Les think tanks qui en dépendent aujourd'hui sont affaiblis. On va pas se leurrer. Les syndicats apparaissent divisés. La manifestation principale, exactement, c'est fait autour de la loi travail. Et on est face à une majorité présidentielle qui est hégémonique. Donc, en effet, ce qui fait de Macron un président sans réelle opposition en face de lui et qui est problématique dans un régime démocratique. Je dirais pas. Alors, je parlerai pas de crise. Je pense que nous sommes dans une période. C'est une période charnière. C'est une période transitoire. Voilà. Qui d'ailleurs ne dépend pas que de la France, puisque vous savez que la parenthèse d'un monde s'est terminée par le vote du Brexit et par l'élection de Donald Trump et l'arrivée de Modi en Inde. Le monde est en recomposition. Ça se traduit, et ça Marine Le Pen l'avait déjà en quelque sorte annoncé dès 2012, ça se traduit par une recomposition de la vie politique française qui se clarifie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure... Là, il n'y a pas grand-chose qui se clarifie pour le moment. Là, c'est le brouillard. Parce que nous sommes dans une période transitoire. C'est ce que je dis, qui ne va pas durer. Pour l'instant, effectivement, Macron a été le plus rapide dans cette recomposition parce qu'il est parti de l'existant, de quelque chose qui existe. Donc c'est beaucoup plus facile de construire à partir de l'existant que de construire par rapport à une alternative à la fois d'organisation et de stratégie. La politique de Macron, c'est la même que celle qui est appliquée depuis une quarantaine d'années, une politique néolibérale, une politique européenne, une politique mondialiste, donc il n'a rien inventé. Au contraire, sa seule proposition, c'est d'approfondir cette logique, comme on l'a vu avec le discours sur la Sorbonne, sur l'Union européenne, où il veut aller vers plus de fédéralisme. Et à côté de ça, effectivement, l'alternative patriote
Nous sommes en train de travailler à refonder le parti. Marine l'amène tambour battant. L'année prochaine, il n'y a pas d'élection, donc c'est l'année idéale où nous allons pouvoir continuer à travailler. Mais ce que je veux dire à vos auditeurs, c'est que nous vivons une période de transition, c'est pas une période définitive. Rachel Binas, quand même, 54% des Français pensent qu'il est un bon président. 54%, et rassurez-moi, c'est une majorité mathématiquement. C'est une majorité. Encore une fois, les chiffres, c'est un petit peu comme les hommes. Vous pouvez toujours les torturer et leur faire dire ce que vous voulez. On verra quand même dans les hommes l'ont apprécié. on verra dans quelques mois dans quelle mesure justement ces chiffres réellement s'installent. Est-ce qu'il va pas y avoir un effet yo-yo? On attend aussi Macron sur certains dossiers, certains chantiers qui n'ont pas encore débuté ou à peine. C'est sûr que, on l'a dit, il a rectifié le tir concernant plusieurs choses. Il rattrape ses sorties, parfois ses erreurs, avant même que la polémique apparaisse. On l'a dit, il met son Premier ministre un petit peu plus sur le devant. Il chasse sur le terrain de la droite concernant par exemple l'immigration, oui, mais avec un discours qui a été non, je vous permets pas, je vais terminer en fait. C'est du mensonge. Avec un discours sur l'immigration, je sonde pas les âmes, je vous laisserai cette non, mais j'ai des chiffres, je vous les donnerai. Sur l'immigration avec un discours qui est ferme et qui divise au sein même de son camp. Je l'ai défendu hier. Il faut le dire. Et il utilise aussi certains de ses atouts au sein du gouvernement, comme Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui est très populaire et qui prône des mesures qui sont soutenues par une grande plaisent majorité de la à la population. majorité des Français. Sur les nôtres. Oui, mais c'est les vôtres, mais c'est lui qui a gagné. Ouais, mais je veux dire, vous parlez d'immigration. Toute la presse titre sur le fait que Macron adopte une ligne dure, une ligne de fermeté sur l'immigration. Écoutez, moi je suis désolé, j'ai les chiffres ici. Crédit budgétaire 2018 consacré à la lutte contre l'immigration clandestine, donc c'est au PLF 2018, c'est vérifiable, moins 7%. PLF, projet de loi de finances. Projet de loi de finances, 85 millions, moins 7%. Crédit de la mission Asile, Intégration, Immigration, plus 12%. Plus une aide complémentaire pour l'accueil des migrants de 300 millions d'euros. Alors, si on me dit que c'est une ligne dure, il va falloir m'expliquer comment on aboutit à ces chiffres qui augmentent le budget pour l'accueil des migrants et diminue la lutte contre l'immigration clandestine. Mais regardez, il s'en prend à l'immigration, il fait... Alors ça, vous n'êtes pas d'accord avec son attendez, projet de loi. Il suffit pas d'en parler, attendez. Mais le projet de loi Collomb, on l'a décortiqué hier au soir à la même heure, c'est pour ça qu'on ne revient pas dessus, pour pas être redondant. Mais quand même chez les gens de gauche, il fait plus 9%. Et plus 15% chez les gens de droite. C'est quand même un signe important. Sur l'immigration, les gens de gauche sont en général, on va dire, plus libéraux, on va dire ça comme ça. Les gens de droite sont plutôt plus restrictifs. Plus 9% à gauche, plus 15% à droite. On ne peut pas dire que dans ce domaine, il ne fait pas quelque part un peu l'unanimité. Oui, mais quand vous avez la presse unanime qui dit que Macron, sur l'immigration, mais je pourrais vous citer d'autres exemples, adopte une ligne de fermeté, les gens y croient. Il faut aller plonger dans le projet de loi de finances pour comprendre que, fait, derrière le discours, il n'y a aucune réalité. Je peux vous dire... En fait, Macron, si vous voulez, c'est une sorte de bitcoin politique. Alors le bitcoin, c'est la monnaie virtuelle dont on parle beaucoup ces derniers temps. Voilà. Je peux vous dire que hier au soir, à votre place, à tous les deux, il y avait la Maison des Potes et Emmaüs. Ils étaient vent debout. Moi, je prenais la défense de Macron sur son projet de loi sur l'immigration. Ils étaient vent debout contre le projet de loi Macron. Vous avez vu Rachel Binas, je rappelle que vous êtes journaliste à Causeur, plus 9% chez les gens de gauche, plus 15% chez les gens de droite. C'est quand même très fort de rassembler autant. C'est très fort. Il continue en fait dans la même dynamique de son élection. Il arrive justement à rassembler divers camps. Il a aussi pris en main des dossiers sur lesquels on l'attendait, sur l'immigration, la loi travail qui a certainement plu à un électorat un peu plus à droite, on va dire. Et puis il arrive à, pour le moment en tout cas, on va voir combien de temps ça dure, à incarner quelque part la fonction qui avait été d'une certaine manière délaissée par ses prédécesseurs. C'est-à-dire toutes les notions assez idéationnelles, symboliques, enfin il la réincarne. Alors on peut critiquer aussi, avec une mise en scène parfois qui prête à sourire. On l'a vu dernièrement avec l'interview de Laurent Delahousse. Qui était c'était pas simplement une espèce de cirage de chaussures, c'était même la pédicure, on a eu le droit à tout là-dedans, mais quelque part en fait c'est ce que les Français attendent, c'est-à-dire un président qui a conscience du tragique,
Ça veut dire qu'on avait peur au début qu'il gère la France comme une entreprise, une PME. On le voit avec les dossiers relatifs à l'école ou alors à l'immigration. Il présente une forme, voilà, le sens du tragique, on sent qu'il l'a intégré. Alors, il faudra bien sûr que ces paroles se traduisent en actes et en mesures. Les mois à venir nous le diront. Et on va poursuivre ce débat dans quelques instants sur Sud Radio. Une précision quand même, Jean Messia, par rapport aux chiffres que vous évoquez. Effectivement, l'enveloppe de l'AME, l'aide médicale d'État, est augmentée de 108 millions d'euros. J'en ai pas parlé, mais c'est par rapport aux chiffres que vous expliquez et qui est effectivement justifié par l'afflux de réfugiés dans l'Hexagone, 1,2 milliard. Mais également parce qu'il faut plus d'argent pour des dispositifs de renforcement de lutte contre la fraude. C'est aussi ça justifie également cette hausse. Donc peut-être qu'il y a un juste milieu à trouver dans tout cela, sachant que c'est une enveloppe quand même assez faible. Mais on va en reparler sur Sud Radio. Un seul numéro, 0826 300 300. Et vous votez toujours sur sudradio.fr, sur notre compte Twitter. Pour l'instant, 86%, c'est en augmentation. Vos invités sont convaincants, Philippe David. Il n'y a pas un problème sur votre ordinateur. 86% de nos auditrices auditeurs ne sont pas d'accord avec vous. On revient dans quelques instants. Le Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Et ce soir, dans Seul contre tous, et malgré le problème rencontré par l'ordinateur de Pierre Maël, qui donne un score qui ne doit pas être juste sur le sondage, n'en déplaise à Rachel Binas, journaliste à Causeur, et à Jean Messia, conseiller de Marine Le Pen, je l'affirme, les Français aiment Macron, normal, c'est un chef. Bon, j'ai vérifié, mon ordinateur n'a absolument aucun problème, Philippe David, et vous êtes toujours 86% auditrices et auditeurs de Sud Radio à ne pas être d'accord avec lui. On a Eric notamment qui a ce commentaire sur Twitter. Vous ne comprenez rien aux médias, Philippe. Ce sondage, c'est son cadeau de Noël, comme il est de bon ton de flatter le prince. Ils n'ont pas pu attendre le 24 décembre. Autre commentaire, Jean-Baptiste qui nous dit que Macron soit un petit chef, il n'y a pas de doute, mais les Français n'aiment pas les petits chefs, ils préfèrent les femmes et les hommes qui défendent l'intérêt du peuple et du pays. Rachel Binas, petit chef, on avait déjà entendu cette expression il y a une dizaine d'années à peu près. Mais là, c'était pour la taille. Concernant un certain... Alors non, absolument pas. Alors ça n'engage que vous, ça, Philippe David. Merci. Attention, effectivement, vous allez être censuré, Rachel, je confirme, vous c'est allez très être bas. censuré. C'est très bas. Il est petitophobe. Attention. Il est certain qu'il y a une complaisance médiatique autour de Macron. On l'a observé déjà durant la campagne. Ça continue quand même aujourd'hui. Les médias sont relativement peu sévères à son égard, bien moins sévères qu'ils ne l'étaient avec Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Vous me direz, c'est les premiers temps de son élection, de son mandat, mais quand même. C'est la lune de miel. Quand même, c'est. Ça fait 7 mois quand même. La lune de miel commence à devenir un petit peu longue, et même sur certains sujets qui auraient tendance à diviser les médias. On se rend compte qu'ils sont assez complaisants et qui sont les fidèles supporters de Macron. Jean Messia, sur les commentaires qu'on a reçus sur Twitter, c'est le cadeau de Noël du prince. Écoutez, le principal cadeau, ça a été cette interview absolument lunaire faite par Laurent Delahousse, qui a d'ailleurs été moqué pas seulement en France par un certain nombre de vos confrères, mais aussi surtout par les correspondants étrangers, qui découvrent, eux qui sont notamment habitués... anglo-saxons, c'est vrai qu'ils ont été assez caustiques. Eux qui sont habitués à des interviews sans concession, où c'est du ping-pong avec le responsable politique, ils découvrent effarés la complaisance servile de leurs confrères français, ou en tout cas de sur la question de France Télévisions. Vous avez pu le noter, où il s'est quand Michel même un Drucker petit peu n'aurait pas fait l'avocat mieux, de sa maison, mais effectivement... Il vient de dire que Michel Drucker n'aurait pas fait mieux. Non, il n'y avait pas le canapé rouge, qu'ils étaient debout. Il n'y avait pas le canapé, il y avait les plans séquences, les miroirs... Mais là, il est en train de recycler des blagues d'hier, donc c'est pas bien, Philippe David. La question qui consiste à dire, Monsieur le Président, il y a un sapin de Noël dans la cour, est-ce que vous pensez que les Français ont peur ? Enfin, c'était quand même du grand guignolesque de très haut niveau. Enfin, je veux dire. Mais quand même, si on regarde bien les choses, Jean Messia, 70% d'opinion favorable à droite. Ça doit faire rêver Laurent Wauquiez et même Marine Le Pen, comme vous êtes un de ses proches conseillers. Philippe David, vous avez 86% de vos auditeurs qui ne sont pas d'accord avec vous et donc qui ne sont pas d'accord avec ces sondages. Donc vous voyez bien, si vous voulez, que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais franchement, 70% d'opinion favorable à droite, ça vous laisserait pas rêveur ? Oui, mais ok, il y a eu un chiffre qui est positif. Qu'est-ce à dire Qu'est-ce à dire ? Que ça y est, la popularité de Macron... Si c'était pour le FN, vous le reprendriez.
Très certainement, mais en même temps, oui, je vous dis pas le contraire, mais j'en ferai pas non plus une arme de bataille sur toute la durée du quinquennat, parce que nous sommes là dans l'écume, si vous voulez, des sondages. Il y a, que vous le rappeliez tout à l'heure, il y a encore 3 semaines, on avait des sondages catastrophiques. Ils remontent. On ne sait pas ce que le mois prochain va nous réserver. Mais cela dit, je pense, au regard d'ailleurs de la réaction de vos auditeurs et au regard de la réaction des Français que je côtoie à travers mon activité politique, je ne perçois à aucun moment la véracité, la réalité de ces opinions favorables. Je ne les vois pas. Jean Messia, est-ce que vous ne pensez pas que s'il rassemble 70% d'opinions favorables à droite, et tout à l'heure Rachel Binas a parlé notamment de Jean-Michel Blanquer, c'est parce que Macron fait la politique que la droite n'a jamais osé faire lorsqu'elle était au pouvoir? Oui, il est, si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est dans une sorte d'exacerbation de la logique intérieure qui signifie quoi ? Qui signifie que pendant très longtemps, on a parlé de réformer le droit du travail, on a parlé d'accentuer la mondialisation, d'adapter la France à la mondialisation. Personne ne l'a fait. Et Macron est le premier qui va finalement commencer à mettre en œuvre un programme que beaucoup ont appelé de leur vœu ces 40 dernières années, mais qui, dans une espèce encore une fois, d'exacerbation pour aller jusqu'au bout de la logique, il va jouer son va-tout, parce qu'il faut bien se rendre compte que le système médiatico-politique et les intérêts économiques se rendent bien compte que Macron, c'est leur dernière chance. C'est une espèce de va-tout. C'est pour ça que nous avons les médias qui sont avec lui, les principaux partis politiques dont il a recyclé un certain nombre de personnalités ne parlent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que si Macron échoue, après l'échec de Hollande, et après l'échec de Sarkozy, et après l'échec de Chirac, il n'y aura plus d'autre chance. Et ils savent en réalité que l'échec de Macron signifiera non plus l'alternance, mais l'alternative. Et l'alternative, c'est nous, parce que nous sommes le monde de demain. Rachel Binas, 70% d'opinions favorables à droite. Est-ce que c'est pas parce que finalement Macron ose faire la politique que la droite n'a jamais osé faire quand elle était au pouvoir? Vous parliez de Jean-Michel Blanquer. En termes d'éducation, jamais un ministre de l'Éducation, fût-ce sous Sarkozy, n'aurait osé en proposer le 10e. Tout à fait. Et il plaît aussi bien à droite qu'à gauche, Blanquer. Oui. Mais il prend encore plus à droite qu'à gauche, je pense. C'est vrai. Auprès de certains syndicats d'enseignants, il ne fait pas l'unanimité. Je pense à Sud Éducation ou au SNES, on ne peut pas dire qu'il l'adore. Bien sûr, mais alors ça c'est un autre sujet encore, mais c'est là on s'adresse à des gens qui sont profondément idéologisés, donc ça devient très compliqué de travailler avec eux. C'est certain que le score en fait et cette séduction qui opère à droite est un sérieux handicap pour Laurent Wauquiez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se demande comment Laurent Wauquiez peut exister en tant que chef du parti Les Républicains et qui pourrait aussi incarner une certaine forme d'opposition. On a l'impression que pour exister, il ne peut qu'attendre une chose, c'est le faux pas, la faute de Macron. Parce qu'aujourd'hui, Macron ne lui laisse quasiment aucun terrain, aucun espace. Mais moi j'ai une question à poser, mais que fait Macron ? Il fait une politique. Quelle politique Il fait une politique, je vous le répète, une politique que la droite n'aurait jamais osé faire. C'est-à-dire une politique néolibérale de liquidation de la France. On le voit, de liquidation du droit du travail. Sur l'école, vous ne pouvez pas dire ça sur l'école, par exemple. Sur l'école, il fait une politique. Regardez, c'est Marine Le Pen qui a tweeté, il faudrait retrouver le tweet aujourd'hui, où elle dit que le parquet antiterroriste, le gouvernement reprend une proposition de Marine Le Pen et elle s'en glorifie. Oui, mais c'est vrai. Donc là, il liquide pas la France. Non, mais je veux dire, quand il prend une proposition de Marine Le Pen, vous devez être content, il ne quitte pas la France. Oui, enfin bon, vous savez, le programme de Marine Le Pen, c'est une logique. On ne peut pas tirer comme ça une mesure. Que fait-on des fichiers S, par exemple, qui représentent une menace pour la sécurité de l'État, pour la sécurité des Français? On ne fait rien. Le problème, si vous voulez, de Macron, c'est qu'il n'a pas... On s'est quand même attelé à une loi antiterroriste qui est particulièrement décriée et qui reprend point par point tout ce qui était dans l'état d'urgence, lui aussi décrié, Jean Messia. Peut-être, mais si vous voulez, quand je regarde les performances économiques de la France aujourd'hui, en termes de croissance, en termes de chômage, c'est une conception, en quelque sorte, pré-newtonienne de la politique. C'est-à-dire qu'on parle d'alignement des planètes. Macron est dans la météorologie. C'est pas lui qui agit sur la croissance. Il ne fait rien sur la croissance. Il n'a pas une véritable politique économique parce que les leviers de la politique économique, il ne les a plus. La politique budgétaire, la politique monétaire, la politique industrielle, n'en parlons pas. Donc il n'est pas le souverain au sens de disposant d'outils de souveraineté lui permettant de mener une politique. Et donc nous sommes dans la météorologie. Alors il y a la baisse de l'euro, il y a la baisse des matières premières qui provoque une embellie sur l'économie française, mais
ça va pas durer. Si demain l'euro remonte, puisqu'on n'a aucune prise là-dessus, on n'a pas non plus de prise sur le prix des matières premières. Donc, si vous voulez, les performances de l'économie française qui participent à ces chiffres, qui participent à ce sondage positif pour Macron, si demain tout cet alignement des planètes explose, eh bien, on revient à une situation antérieure et Macron s'effondre en même temps. Rachel Binas. Pour qu'il bénéficie véritablement du titre de chef, ce qui est un petit peu l'enjeu de notre débat aujourd'hui, il faut qu'il se montre extrêmement efficace sur un certain nombre de questions, notamment relatives à l'Union européenne aujourd'hui. On l'a vu par exemple dernièrement sur le dossier de l'écologie, ça a été une forme de déception quand même. Il s'est heurté à l'Union européenne sans s'y attaquer. Exactement, sans s'y attaquer véritablement. Mais il y a un certain nombre de One Planet Summit, désolé, dans la langue de Shakespeare à Boulogne-Billancourt. Donc il a quand même pris un leadership mondial sur l'écologie. Oui, et Nicolas on Hulot va s'est voir le rendu résultat. avec un V12, il paraît. On verra le résultat. On verra le résultat de tout ça. En tout cas, c'est certain qu'il y a certains leviers qui ne s'actionnent pas simplement en France, mais à l'échelle européenne. Et s'il est véritablement un chef, dans ce cas-là, il les actionnera. Justement, est-ce que vous ne trouvez pas que, regardez l'interview de l'autre soir, alors on peut dire que c'était une interview complaisante, etc., c'était quand même beau, ça montrait les apparats de l'Élysée, etc. On n'imaginait pas ça sous Hollande, par exemple. Franchement, Jean Messia. Oui, alors il est très bon en com, très fort en com. Mais la politique aujourd'hui, ça vend toute la com. Très fort. Ben non, justement, nous contestons radicalement cet aspect-là des choses. Pour nous, et Rachel, vous le rappeliez tout à l'heure, nous sommes dans le tragique de la politique. Le tragique ne peut pas être que le tragique de la forme. La politique, c'est quelque chose qui relève de l'action. C'est pas quelque chose qui relève simplement des beaux tableaux et des jolis pots de fleurs. Pour nous, la politique, ça relève de l'action. Alors c'est quand même assez paradoxal de s'appeler En Marche, et derrière, ne pas avoir les jambes et les bras qui permettent de marcher. C'est surtout les jambes qui permettent de marcher. Rachel Binas. Non, parce qu'on s'aide avec ses bras. Oui. Rachel Binas, quand même, l'interview de l'autre soir, il était jupitérien. Oui, il était jupitérien. J'ai un bureau ici qui est bien rangé, j'ai le bureau en haut. Il n'a pas été bousculé par de la housse, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est pas faux. Non, il a montré ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire quelqu'un qui est maître de son image, qui est adepte de la mise en scène soignée, c'est certain. Les Français attendent aussi ça d'un président. Ils n'attendent pas justement que ça soit un président normal, que ça soit du Hollande. C'est pas ce qu'ils veulent. Ils l'ont montré justement au cours des différentes échéances électorales. Maintenant, ça ne suffira pas. Voilà. Et à un moment, il va falloir quitter les paroles pour en arriver exactement. aux actes. Parce que ça peut donner quelques points un certain temps. Mais il tiendra pas. C'est un marathon, c'est pas un sprint ce mandat. Mais quand même. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut lui reconnaître une qualité. Allez, en une minute à vous deux, et encore un peu moins d'une minute, il respecte ses promesses électorales. Il avait promis de modifier le code du travail, il a fait. Il avait promis de modifier l'éducation, il a fait. Il respecte ses promesses. Ça nous change de Hollande et de Sarkozy. Bon, alors la différence, c'est qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de promesses. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Regardez à nouveau le programme, honnêtement, c'était un petit peu de l'enfonçage de porte ouverte. On voyait pas trop où il voulait aller. Les mesures n'étaient pas extrêmement claires. Jean Messia, il respecte ses promesses quand même. Oui, mais il les respecte d'autant plus facilement qu'il n'en avait pour ainsi dire aucune, puisque quand son programme est frappé du sceau du « en même temps », on fait tout et son contraire, et on fait surtout des choses extrêmement symboliques. Les ordonnances, ça n'a pas bouleversé la constitution du travail. Merci beaucoup Jean Messia, conseiller de Marine Le Pen. Merci beaucoup Rachel Binas, journaliste à Causeur. Et je fais une remontada, Pierre-Maël. À votre avis, Philippe David, à votre avis, non, c'est même plutôt le contraire. 86% de nos auditrices et auditeurs ne sont pas d'accord avec vous. Et restez bien avec nous pour prendre la parole. On va parler de la souffrance au travail. Est-ce la faute des managers? C'est de 19h à 20h sur Sud Radio.